la musique, je l'utilise assez peu à l'écriture, c'est-à-dire que en général, je prévois pas la place de la musique dans le scénario. En général, j'essaye de faire les scénarios, que les scénarios soient les plus maigres possibles, en fait. Donc ça va être, par exemple, il y a très peu de descriptions de personnages, très peu de descriptions de costumes, voilà. Et donc également très peu de descriptions de musique, même quand j'ai un peu l'idée d'utiliser à des endroits précis des éléments musicaux. Voilà. Donc la musique, je l'utilise en fait à l'écriture comme une sorte de shoot en fait. C'est-à-dire que j'ai des playlists de musique qui sont souvent des musiques de films en fait, des choses qui m'inspirent pour des raisons que je m'explique pas forcément. Voilà, donc ça peut être des musiques de compositeurs français des années 70, 80, 90, des choses de Philippe Sartre qui écrit encore de la musique maintenant, ou Gabriel Yared, ou Michel Legrand, voilà, des films que j'aime, ou des musiques qui m'ont marqué, des thèmes. Et quand je suis un peu en panne d'inspiration à l'écriture, ou quand je sens pas une séquence, voilà, je peux lancer la playlist, mettre des écouteurs et puis voir un peu ce que ça amène et la façon dont ça peut m'aider à croire à certaines séquences en fait. Voilà. Donc il y a comme ça dans cette playlist des musiques, voilà, des musiques comme ça, beaucoup de musique française, des compositeurs étrangers aussi qui vont être quelquefois plus rock ou plus techno, comme Cliff Martinez, qui est un compositeur de musique de film qui est plutôt très réputé maintenant. Celui qui a fait Drive, par exemple. Oui, voilà, ou The Neon Demon récemment, voilà, qui fait des musiques pour le coup plus électro, plus planantes en fait, plus immersives en fait dans les films. Et puis il peut y avoir aussi des chansons, voilà, des chansons qui sont des musiques, des chansons in dans des films. Voilà, ça peut aller jusqu'à Jeanne Masse, par exemple, qui est dans une chanson que j'aime beaucoup, qui est dans un film qui s'appelle Le lieu du crime d'André Téchiné. Voilà, c'est des choses qui, en fait, c'est pas pour la chanson elle-même, mais ça va être pour l'émotion en fait de la séquence quand elle a été utilisée dans le film. Voilà. Donc je l'utilise un peu en perfusion, voilà, la musique de film dans le travail au quotidien. Et c'est un travail en amont finalement, avant le montage. Pendant le montage. Ouais. Mais moi, d'ailleurs, moi, quand j'étais plus jeune, petit ou ado, je pensais vraiment que la musique de film, ça se faisait avant, en fait, avant le tournage. J'étais vraiment très, très étonné d'apprendre que, en fait, non, ça se fait. Souvent, on tourne et on ne sait pas, en fait, quelle va être la musique du film. Voilà, 95%, 99% des films se font comme ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment étonné. Moi, quand j'étais simple spectateur, enfant ou ado, je pensais que, en fait, c'était quelque chose qui participait vraiment de l'écriture pré-tournage, quoi, et que voilà, et que quand on faisait l'été une fois dans l'Ouest, évidemment, on avait déjà la musique de Morricone parce que elle est tellement importante dans le film qu'elle participe tellement à l'écriture que voilà, que c'était déjà prévu. Et en fait, non, pas du tout. Donc ça, c'est une des choses qui m'a le plus étonné. Mais il y a ça dans votre cinéma et dans Gaspard au mariage, on y viendra. Il y a des vraies places à la musique, des vraies même scènes muettes où la musique prend toute la place. Ça, c'est dès le scénario où ces emplacements ont été définis. Pas réellement, je dirais pas majoritairement. C'est plutôt un travail de montage. En fait, c'est-à-dire qu'au moment du montage, il y a des problèmes, puisque c'est là où on fait le bilan des problèmes du film, le montage. C'est pour ça que c'est un endroit assez passionnant. Et il y a divers éléments pour résoudre ces problèmes. Il y a le jeu de l'acteur, il y a le montage lui-même, c'est-à-dire ce qu'on va couper, les choses qui ne sont pas bonnes et qu'on va couper, les choses qui sont bonnes mais qu'on va couper quand même et pour quelles raisons. Et puis il y a la musique aussi qui peut apporter des solutions en fait. Voilà. Et c'est un jeu comme ça entre le montage et la musique, ça on en parlera peut-être plus en détail après, un jeu de dialogue en fait entre le monteur et le compositeur, où en gros voilà, pour simplifier, le monteur dit ah putain on a tel problème, voilà. Et le compositeur le résout ou pas. Mais voilà. Alors, vous l'avez dit, vous écoutez beaucoup de musique, vous mettez beaucoup de musique dans les films. Avant que vous vous posiez la question de la musique du film particulièrement, à quel moment intervient le choix du compositeur ? C'est un membre de l'équipe en fait. Donc je dirais que c'est aussi une logique de production en fait, le choix d'un compositeur. Pour m'expliquer un peu concrètement, voilà, Gaspard va au mariage, c'est un film qui est plutôt un film à petit budget, donc qui se fait dans une économie extrêmement étroite. Donc quand on cherche voilà, les collaborateurs, les techniciens, on va chercher un chef décorateur par exemple. Et puis alors voilà, on connaît des chefs déco parce qu'on a vu tel et tel film, ou alors ils sont très réputés, on aime beaucoup leur travail. Et puis on va les voir et on dit bon ben voilà, est-ce que tu veux faire mon film? Mais bon, le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'argent, voilà. Donc souvent ça passe pas quoi, parce que si c'est quelqu'un qui a beaucoup de bouteilles et qu'il a
un certain niveau de vie aussi, et voilà, ça va pas être possible, et il va peut-être préférer faire une série pour Canal+, plutôt que de partir à Limoges, parce que c'est un film qui se passe à Limoges, pour travailler sur un film où il va pas pouvoir, voilà, il va être obligé de compter un peu ses euros pour faire son décor. Voilà, donc du coup, en fait, il faut trouver quels vont être les bons collaborateurs. Donc celui-là, c'est vrai que ce film-là, c'était un peu comme un premier film, en fait. C'est-à-dire, on était dans une économie qui était très stricte, et en même temps, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup d'expressivité dans le film, en termes de décor, en termes de jeu, en termes de musique. Donc du coup, en fait, finalement, comme j'ai eu le sentiment un peu de refaire un premier film, j'ai beaucoup rajeuni, en fait, l'âge de mes collaborateurs. Voilà. Donc, par exemple, la chef d'éco, c'est une fille qui a 30 ans, qui n'avait jamais été chef d'éco, et voilà, et à qui tu dis, bon voilà, c'est un peu difficile les conditions, mais est-ce que ça t'intéresse, voilà, de faire ce décor, parce qu'il y a vachement de choses à faire en décor. Donc, elle va dire oui, enfin, elle va avoir une motivation et une énergie, un feu qu'on va pouvoir récupérer dans le film. Donc en fait, je me suis aperçu très tôt qu'en fait on allait rajeunir un peu toute l'équipe, et du coup cette logique s'appliquait aussi à la musique. On avait des acteurs, donc Félix Moati, Christa Terré, qui ont 25 ans, qui sont très jeunes. Donc finalement, c'était un peu logique aussi de dire, mais en fait, il ne faut pas que j'aille forcément chercher des gens qui ont mon âge, mais peut-être des gens qui sont plus jeunes. Et justement, dans la musique, les gens travaillent souvent très très tôt. À 17 ans, ils sont musiciens, alors qu'on n'est jamais réalisateur à 17 ans. À part Garel, enfin c'est très très rare. Voilà, donc du coup de se dire, mais en fait il existe des gens qui font de la musique qui sont très jeunes, donc voilà, du coup, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit, mais peut-être que William, c'est une bonne idée parce qu'il va correspondre en fait à l'état d'esprit dans lequel on fait le film. Alors, on est au Festival du film indépendant et il y a une tendance dans le cinéma indépendant d'aujourd'hui, c'est plutôt que de faire appel à des grands noms, comme vous les avez cités, Gabriel Yared, Philippe Sard, faire appel à des artistes issus de la scène, identifiés dans leur style. Sébastien Bedbédé, par exemple, a fait appel à Sébastien Tellier. Il y a eu Ilan Clipper qui a fait appel à Frank William. Et vous, donc, vous faites appel à cet artiste, William Rezé, identifié en dehors du cinéma. Est-ce que vous avez fait appel à lui parce que vous aimiez sa musique à la base et que vous avez dit que ce style-là que j'aime de lui pourra servir mon film? C'est juste pour l'âge. C'est juste, Alors en fait, oui, moi je vais pas énormément au concert, je me déplace assez peu, j'ai beaucoup au cinéma, mais du coup voilà, dans ma vie j'ai choisi le cinéma et je vais pas très souvent au concert, mais je me suis retrouvé un jour à un concert de Tilassine, c'était une amie qui m'y avait emmené, voilà, comme ça, genre elle avait des places, je sais plus, non, elle m'avait proposé d'y aller, voilà, et du coup je me suis, voilà, et j'ai découvert William à travers son concert, je sais plus où c'était exactement d'ailleurs, voilà, et j'avais adoré vraiment ce qu'il faisait, il y avait un mélange effectivement de sons électro et en même temps d'images un peu hypnotiques qu'il projette sur scène. Donc il y avait quelque chose de très fort, comme ça, un univers qui m'avait beaucoup plu. Donc derrière, voilà, comme je venais de le découvrir, bah, j'ai écouté sa musique. Voilà, je me suis mis ses albums et ça faisait partie des musiques que j'écoutais quand j'étais en train d'écrire le scénario de Gaspard. Et puis sur un ou deux morceaux, voilà, il y a un point d'accroche qui s'est fait, en particulier sur un morceau qui s'appelle Distance, donc qu'il avait composé avant, qui est aussi une chanson, parce qu'il y a une voix, il y a une chanteuse. Et du coup, je trouvais ce morceau très inspirant et ça m'aidait à écrire la fin du film, par exemple. Donc je me disais, en fait, voilà, ce titre-là qui existe déjà, c'est très très bien pour la fin du film. Et puis il y avait quelque chose qui me plaisait, en fait, voilà, dans sa musique, qu'on peut formuler ou qui est un peu informulable, une forme de, voilà, c'était effectivement de la musique électro avec sa puissance hypnotique, mais en même temps quelque chose d'un peu nostalgique, une forme, pas d'amertume, mais voilà, de mélancolie que je percevais quelquefois, qui est très présente dans la chanson, donc qui est devenue la chanson du générique de fin dans le film, voilà, qui me parlait, qui me touchait, et qui était un peu ce que je voulais amener dans le film. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à lui. Donc c'est un mélange à la fois de hasard, je ne sais pas pourquoi je me retrouvais dans cette salle de concert à ce moment-là, et puis en même temps de choses qui m'ont frappé au moment de l'écriture, et je me suis dit, voilà, ça peut correspondre. Et puis voilà, un enchaînement de choses, et je me dis, mais en fait c'est super, ce mec est vachement jeune, il a l'âge des acteurs, donc voilà, tout ça est cohérent. Et il y a aussi l'idée peut-être de s'affranchir des codes de la musique de film, de ne pas rentrer justement dans une musique peut-être illustrative, que la musique joue un autre rôle. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous faites appel à des artistes qui viennent de la scène. C'est qu'ils ne seront pas là comme un compositeur de musique de film. Peut-être c'est cette singularité que vous recherchez. Ça me dérange pas plus que ça. J'aime beaucoup la musique de film, y compris la musique la plus classique, y compris la musique la plus thématique du monde. Donc du coup, quand on a travaillé, je considérais vraiment comme
Voilà, pas comme quelqu'un qui vient de la scène avec sa notoriété, mais comme quelqu'un qui allait écrire la musique du film, quoi. Simplement, quelquefois, il est plus intéressant de s'adresser à des gens qui sont passionnés dans un domaine et très talentueux dans un domaine, plutôt que de s'adresser à quelqu'un qui a voilà, beaucoup roulé sa bosse et qui va quelquefois avoir des habitudes de travail qui peuvent être très pénibles, en particulier dans une économie comme ça un peu stricte. Voilà, c'est-à-dire, quand on s'adresse à quelqu'un qui a fait beaucoup de musique de film, par exemple, il va par exemple vouloir avoir les extraits en fait, du montage où on a besoin de musique. Et puis il va vouloir caler sa musique. Et puis comme il a beaucoup d'expérience et qu'il veut montrer qu'il sait écrire pour le cinéma, il va faire sa musique à l'image. Voilà. Ce qui était vachement bien avec William, et c'est là, avec la monteuse, on a tout de suite vu qu'il était quelqu'un d'intelligent, c'est que quand il venait au montage et qu'on disait, voilà, on pense que dans cet endroit-là du montage, on a besoin de musique, on ne sait pas forcément pourquoi, mais voilà. Il disait ouais, ok, j'ai vu, mais il n'avait pas besoin de partir avec les images voilà, pour composer chez lui en fonction des raccords, en fait. C'était juste une source d'inspiration. Il travaille à l'inspiration, c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qui fait qu'après ça peut être un peu libre entre le montage et la composition. Alors Tilassine, on a évoqué donc cette musique du film Gaspard va au mariage, on a évoqué son style, musique électronique, mais votre parcours est tout autre. Vous étiez saxophoniste à la base. Est-ce que vous pouvez évoquer votre parcours musical ? Ouais, moi, j'ai commencé la musique en découvrant le saxophone petit, un peu de manière classique, on va dire. Les parents qui te demandent de choisir un instrument, et puis je sais pas pourquoi le saxophone, hein, ça devait être cool quand j'avais 5 ans, mais et voilà, j'ai fait un peu d'orchestre, un peu de conservatoire, un peu de jazz. Du coup, après en improvisation, c'est là où j'ai commencé à pouvoir entre guillemets composer, en tout cas composer ce que je jouais. Et puis après, j'ai joué dans des petits groupes. J'ai commencé la musique électronique assez tard par rapport à pas mal de personnes. C'était il y a peut-être 4-5 ans, je pense, juste par volonté de composer, justement, quoi. J'aime bien l'instrument, mais c'est pas ça qui m'excite le plus. Moi, ce qui m'excite, c'est de pouvoir créer quelque chose, d'y mettre ses tripes, de pouvoir raconter quelque chose là-dedans, de créer vraiment une histoire de A à Z, quoi, de pouvoir s'enfermer dans sa chambre pendant 2 jours et de coucher quelque chose à la fin, quoi. Donc la musique électrique m'a permis ça, en fait. Ça aurait pu être totalement autre chose. Si j'avais eu un orchestre à cordes à portée de main, j'aurais peut-être fait de la musique classique, mais voilà, la musique électronique était aussi, pour moi, à première vue, juste un moyen, en fait, de pouvoir m'exprimer de manière très facilement, quoi, en craquant un logiciel avec un petit clavier, et voilà, et en regardant des tutos YouTube pendant 1 an pendant que j'étais aux Beaux-Arts. Donc c'est comme ça que j'ai pu enfin composer mes premiers morceaux. Et vous étiez, comme vous venez de dire, aux Beaux-Arts d'Angers. Est-ce à dire que le visuel était aussi très présent dans votre... Ouais, oui, effectivement, parce que j'ai commencé les deux pas en même temps, mais à mesure que je composais de la musique, je travaillais aussi toute une partie visuelle, et le lien que peuvent avoir ces deux médias m'ont toujours fasciné, quoi, que ça soit rien que sur une pochette ou en live, sur des clips ou des choses comme ça. C'est hyper passionnant de voir comment une musique associée à une image ou l'inverse peut transporter, ou même juste une musique peut faire rappeler des images et inversement. Voilà, moi ça m'a toujours fasciné. C'est peut-être très très personnel, mais du coup j'ai beaucoup travaillé sur les partitions, comment écrire la musique avec des mots, avec des signes, avec des symboles et tout. Donc voilà, c'est vraiment tout un univers que j'ai adoré travailler. Et très souvent dans la collaboration, on parle d'un compositeur qui se met au service d'un film et au service d'un réalisateur. Et là, c'est un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que dans un premier temps, Anthony a utilisé des musiques préexistantes de Tilassine pour en faire la matière un peu de son film. Et ensuite, de nouvelles musiques originales ont pu être créées. Comment l'inspiration pour ces musiques originales ont été trouvées ? Très naturellement, moi, c'est la façon dont je travaille pour le film, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, il y a un lieu, il y a toute une matière, en fait, qui est très inspirante, donc ça se fait assez naturellement. Moi, j'ai commencé à composer à partir du moment où j'ai eu le scénario. J'ai commencé à composer juste des petits essais que je mettais de côté, quoi. J'avais l'histoire un peu en tête, j'avais les images du lieu et tout, ça me permettait de commencer des bases un peu. Et puis à mesure qu'après que je récupérais les images, ça me permettait de pouvoir me plonger totalement dedans, quoi. Et effectivement, je rebondis sur quelque chose que tu disais, c'est-à-dire que
je me suis rendu compte, moi, à travailler sur la musique de film, que ça peut être un gros risque, justement, de bosser vraiment à l'image, d'avoir un passage, de se dire, OK, de le rentrer dans son logiciel de composition et de travailler directement dessus. Parce qu'en fait, on fait comment dire, on va faire un truc très clipesque, on va vouloir faire des changements dès qu'il y a un cut, on va vouloir vraiment coller à tout prix au moindre détail de l'image. Alors qu'après, on casse tout ça. Après, on va tout changer, on va foutre la musique à un autre endroit, on va pouvoir modifier des choses. Et puis, même, je pense que la musique dans un film est plus intéressante quand elle reflète l'histoire, quelque chose d'un peu plus profond que l'image pure. C'est-à-dire qu'elle peut refléter le personnage, ce qu'il va traverser, et pas justement ce plan de la manière dont il est cadré. Donc c'est aussi moi ce que j'ai envie de faire et de la façon dans laquelle je travaille, quoi. Et dans le travail de musique de film, pour des artistes qui sont libres pour leurs albums, le cinéma, très souvent, ce sont des contraintes, notamment la contrainte de durée, justement. Quelles ont été les contraintes les plus... Y a une contrainte, forcément, on travaille pour quelqu'un, entre guillemets, quoi. Mais en même temps, moi, je trouve que ça me libère aussi beaucoup de contraintes, parce que, mine de rien, la musique de film m'enlève la contrainte d'avoir un refrain, un couplet, d'avoir un thème comme ça, d'avoir quelque chose de rythmique. Je peux partir dans des choses totalement arythmiques, purement mélodiques, qui peuvent être juste des nappes qui progressent dans des mélodies pendant 2 minutes. Donc il y a ce rapport-là où aussi musicalement, ça permet d'aller ailleurs, ça permet de tester d'autres choses et on s'affranchit de certaines contraintes dans le sens où la musique ne suffit pas à elle-même, elle est juste un support additif, entre guillemets. Et donc, il y a une liberté qui est plus forte que quand je crée un morceau tout seul, quoi. Donc, je ne le vois pas comme une grosse contrainte. La contrainte, elle est celle de faire plaisir au réalisateur. Mais en général, en fait, il n'y a même pas cette contrainte, parce que moi, la façon dont je compose, c'est juste, je m'inspire d'une histoire, de personnages, et je compose. Je ne sais pas ce que je vais composer. Et en général, je crois que je le dis avant que je travaille. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il ne faut pas travailler avec moi si quelqu'un me dit il faut que tu fasses quelque chose exactement comme ça, dans ce genre-là, très précisément, cette gamme-là ou autre, ça ne va pas marcher. Moi, mon but, et c'est comme ça que je travaille pour le cinéma, c'est de s'inspirer de cette matière et de voir ce qui en ressort, quoi. Je ne pense pas savoir que personne ne sache quelle est la bonne chose pour ce film. Ça sort et puis après on discute, on voit comment ça marche, mais il faut d'abord laisser la chose s'exprimer, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'une carte blanche ou, Anthony, vous étiez quand même assez directif avec des intentions précises sur la musique ? Non, je pense que c'est plutôt une carte blanche. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de trouver des gens qui ont de l'inspiration et de l'imagination, parce que c'est la chose la plus difficile. Genre en France, on est très intelligent, très analytique, etc. Et ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir de l'imagination, en fait. Je pense que culturellement, c'est moins naturel. Donc voilà, c'était plutôt ce que j'allais chercher chez William. Et par exemple, voilà, ce qui est assez marrant et ce qui rejoint totalement ce qu'il vient de dire, c'est que quand on s'est vu la première fois, et bon voilà, donc je l'avais vu, sur scène, il joue du saxophone. Je savais qu'il était instrumentiste. Et du coup, l'instrument m'intéressait parce que pour ce film, je pensais beaucoup à des films des années 80. Voilà, qui correspond à moi, ma cinéphilie, parce que j'étais adolescent dans les années 80, donc voilà, je me suis formé à ce moment-là, donc j'aime beaucoup les films de cette période-là. Et voilà, et ça m'intéressait de travailler cet instrument, voilà, parce qu'il était très 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 à la mode dans les années 80, parce que c'était un instrument cool, quoi. Et on le voyait même dans les films, c'est-à-dire qu'il y avait des saxophonistes dans les films. Voilà, donc si vous voyez, je sais pas, 37 le matin, il y a des thèmes, donc c'est Gabriel Yared qui a fait la musique, et il y a des thèmes au saxo, mais il y a un saxophoniste donc dans le village, le petit village de 37 le matin, là, enfin les bungalows, il y a un mec qui joue du saxo à côté du manège, on ne sait même pas qui c'est exactement, mais le musicien il est dans le film. Voilà, je pense aussi Gérard Lanvin, qui était saxophoniste aussi quand il était jeune. Moi, il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Extérieur Nuit, dans lequel il joue du saxo. Je pense qu'il joue du saxo dans le film parce qu'il était saxophoniste. Voilà. Et donc voilà, donc j'en ai beaucoup parlé avec lui au départ. Je lui avais fait écouter la musique, la bande originale d'Extérieur Nuit, que je trouvais très très belle, qui mélangeait du bandoneon et argentin et du jazz et du saxophone. Et je me dis, bon, on va travailler le saxophone. Et par exemple, il y a des chiens dans le film. Je m'étais dit, en fait, on peut essayer d'utiliser le saxophone comme un bruit animal, comme un feulement, ou voilà, qui pourrait exprimer quelque chose. Et puis finalement, on a commencé à travailler, et quand on a commencé à bosser, on n'est pas du tout revenu sur ce saxophone. Donc c'était un prétexte, une manière de parler, de se parler au début, de chercher des idées, de brainstormer comme ça.
Et en même temps, derrière, au moment où on commence à bosser, on dit bon, voilà, maintenant c'est ton imagination qui parle, voilà à peu près les images. Voilà, en fait, tu joues ton art et puis on verra bien ce qu'il en sort. Et moi, je récupère ça et puis je vois en fait ce que je peux en faire. Et donc finalement, le saxophone n'est pas du tout intervenu derrière. Donc c'était une sorte de prétexte pour se parler. Je dirais que c'est vraiment comme on travaille pareil avec les acteurs en fait. Voilà, par exemple, Krista Terray dans le film, donc qui joue le personnage de Colline. Quand on s'est vu la première fois, bon bah qu'est-ce qu'on fait alors? Donc j'ai proposé, on était allé à une expo. Voilà. On est allé voir l'expo de Francesca Woodman, qui est donc une photographe américaine, qui est morte très très jeune, qui fait des autoportraits, voilà. Et je trouvais que voilà, la façon dont elle se photographiait, ses postures pouvaient être inspirantes. Voilà, c'était juste une première rencontre, et derrière, on n'en a plus jamais parlé. On a parlé d'autres choses en fait. Voilà, mais il faut toujours des prétextes et voilà, et quelquefois des choses très précises comme on va faire du saxophone. Finalement, si on l'abandonne 2 jours plus tard, c'est vraiment pas du tout grave parce que c'est l'imagination qui doit régner à un moment, quoi. Alors, le film Gaspard va au mariage, l'histoire de Gaspard, incarné par Félix Moati, 25 ans, qui doit renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Et pour l'aider dans la démarche, il y a Laura, Laetitia Doche, qui va s'improviser sa petite amie le temps du mariage, une fille fantasque, tout aussi fantasque d'ailleurs Krista Terray, qui proche des animaux. Le film se passe en partie dans un zoo. Il y a un rapport frère-sœur. Voilà, le film est assez riche, traite de la famille. Voilà. Et pour vous, la musique là-dedans, qu'est-ce qu'elle devait soutenir? Qu'est-ce qu'elle devait apporter comme contraste également? Alors, disons que le film, donc, effectivement, il y a beaucoup de thèmes, il y a une espèce de richesse thématique, narrative, comme ça, qu'il fallait un petit peu gérer. Et voilà. Et moi, je voulais le traiter comme une comédie. Voilà. Donc avec, je voulais qu'on joue vite, je voulais qu'on sente que ce soit des blagues. Et la façon de diriger les acteurs sur le plateau, c'était de se dire, on est là pour s'amuser, pour se faire des blagues. Et voilà. Et si on se fait des blagues, ça va se sentir dans le jeu. Voilà. Et donc la musique devait, à mon sens, apporter quelque chose, voilà, d'un peu plus mélancolique, d'un peu plus menaçant. C'est-à-dire, c'est effectivement une comédie, c'est effectivement voilà, des gens qui se courent après avec de multiples relations, mais en même temps, il y a une forme de menace qui pèse, qui s'exprime de différentes manières, voilà, qu'on découvre dans le film. Tout va pas si bien. Il y a des rapports difficiles entre les personnages, parce que le frère est amoureux de sa sœur et la sœur est amoureuse du frère, et c'est évidemment difficile à gérer vu qu'ils ont 25 ans et qu'il est temps de passer à autre chose. Il y a des problèmes avec le père, il y a des problèmes avec le zoo, en fait, donc ils habitent tous dans un zoo, ils s'occupent d'un zoo et ça va pas, le zoo va pas très bien. Il y a des chiens qui viennent bouffer les animaux, donc qui menacent le zoo. Donc voilà, et donc la musique devait à certains moments exprimer une menace, une nostalgie, une mélancolie, et quelque chose qui était un peu ce vers quoi tendait le film, c'est-à-dire en fait ce qu'on est en train de jouer là dans cette semaine dans laquelle on prépare un mariage, parce qu'en fait le père se remarie. Voilà, c'est la fin de l'enfance. En fait, c'est quelque chose est en train de mourir. Ce sont les derniers feux de l'enfance, et ce feu-là va s'éteindre. Et voilà, et la musique devait un petit peu exprimer ça. Et très souvent, dans le travail de la musique de film, on parle souvent de thèmes par personnage. Est-ce qu'il y a eu un peu ça aussi dans ce travail-là, d'illustrer tel personnage avec un thème? Oui et non. Il y a un thème qu'on a appelé le thème Colline. Voilà, c'était parce que ça correspondait à l'arrivée du personnage de Colline. Colline, c'est un personnage particulier parce que c'est donc la sœur de Gaspard, le personnage titre. Et donc elle vit dans le zoo, à l'inverse de Gaspard, et elle se prend pour un ours. Voilà, donc elle vit sous une peau d'ours, elle considère qu'elle est un ours. Voilà. Donc il y avait quelque chose, une proposition comme ça, qui au départ n'était pas très réaliste, voilà, qui était de dire, voilà, comment en fait on va faire pour qu'on y croie, en gros. Voilà, donc on se disait qu'en fait, à partir du moment où on arrivait dans le zoo, au départ on n'est pas dans le zoo, on arrive au bout de 5-10 minutes, il fallait qu'il y ait quelque chose de magique qui se produise. Et donc il fallait que la musique puisse amener comme ça quelque chose d'un peu irréel, quelque chose de l'ordre du conte, voilà, quelque chose qui soit très beau, très doux. Donc on l'a appelé le thème Colline, mais pour moi c'était le thème magique en fait. Je propose qu'on l'écoute. La magie, la poésie, vous avez l'image en tête de cette Krista Terray en ours. Donc ça commence un peu plus tard.
peut applaudir Tilassine pour sa musique. Et c'est tout le charme de cette musique, c'est pour une comédie. La musique ne joue pas poète-poète la comédie, il y a une mélancolie dans cette musique. Oui, c'est vrai qu'au départ, quand tu m'as dit ouais, je pensais à toi pour une comédie et tout avec du saxophone, je me suis dit ah ok. En général, on vient pas vers moi pour de la comédie. Et effectivement, en fait, tout le rôle de la musique, c'était un peu de contrebalancer avec cette comédie. Un côté très mélancolique, ouais, ce que tu disais, beaucoup plus profond et nostalgique, quoi. Donc ouais, et ça peut. Là, par exemple, l'instrument qu'on entend, c'est du hang. Enfin, moi, ce qui m'intéresse sur ce genre de choses, c'est de pouvoir mélanger. D'ailleurs, j'ai du mal à la décrire comme de la musique électronique. C'est un mélange de plein de choses. Il peut y avoir des sons forcément un peu plus électroniques, mais j'aime bien mélanger plein d'instruments un peu plus organiques, quoi. Donc ouais, il y a un peu de tout. Et là, effectivement, c'était sur ce personnage qui est un petit peu qui est assez triste quand même, qui est un peu, qui est un peu seul. Voilà, il y a forcément une mélancolie qui s'en dégage, quoi. Donc il y a un mélange avec les instruments acoustiques. Vous avez fait appel à des instrumentistes. Comment vous avez Non, je me débrouille. Non, je fais tout seul. C'est aussi l'intérêt pour un petit budget, par exemple, hein, forcément. Non, moi je compose tout seul, un peu partout, quoi. Et j'utilise ce que j'ai sous la main, des sons que j'ai pu enregistrer ou autres. Non, ouais. Et l'évolution des technologies, c'est une chance finalement pour les films à petit budget, les films indépendants. C'est qu'ils peuvent se permettre même parfois d'avoir de l'orchestre parce qu'on peut tout faire avec des sons digitaux. Même si évidemment les musiciens voient la différence, mais parfois les producteurs réalisateurs ça marche, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Oui, c'est une liberté géniale, hein, de pouvoir bosser avec n'importe quel instrument comme ça sous la main. Enfin, c'est hyper bien. Ça change totalement la donne. Ça change aussi le fait de pouvoir composer instantanément, n'importe où. Pour la petite anecdote, j'ai composé la grosse moitié de ces morceaux à Naples. Me demandez pas pourquoi Naples, mais j'avais besoin en fait à un moment donné de partir. Comme je le fais souvent pour composer, pour me retrouver un peu seul et n'avoir que ça à faire en fait. Et du coup, je suis parti une semaine, j'ai regardé juste des vols pas chers, un endroit que je connaissais pas, et hop, je suis parti à Naples et pendant une semaine, j'ai bouffé des pizzas et j'ai fait de la musique. Et c'était hyper bien. Et ça permet en fait de se plonger totalement dans quelque chose et de ne faire que ça un peu, quoi. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu vraiment plonger dans le film et c'est là où on sont ressortis les thèmes principaux. Et la musique telle qu'on vient de l'entendre, est-ce que c'était une première proposition validée tout de suite ou il y a eu quand même des allers-retours entre vous deux là-dessus ? Ouais, je crois qu'elle a été validée tout de suite, quoi. Après, le but, c'est-à-dire que c'est peut-être même moi qui la valide pas. C'est-à-dire que c'est des premiers jets et puis après, je prends le temps de les retravailler, quoi. Et puis au fur et à mesure, voilà, je les peaufine, je les recontinue. L'idée, c'est de pouvoir partager quelque chose un peu assez rapidement pour voir si ça touche, si ça colle et tout. Et puis après, moi, j'avance, je le continue, je le peaufine, quoi. Je préviens que c'est pas définitif, quoi, mais c'est une idée de base. Et dans le fait qu'il y ait donc un mélange entre des musiques originales et des musiques préexistantes, est-ce que vous utilisez, Anthony, les musiques originales comme une musique préexistante, c'est-à-dire comme une matière que vous vous appropriez ensuite ? Je fais pas, enfin c'est vrai que je fais pas beaucoup au montage, pas beaucoup de différence en fait entre la musique qu'on va composer et les musiques qui sont déjà préexistantes. Pour moi, ça fait partie de ce grand ensemble qui sont les musiques de film. Et souvent d'ailleurs, voilà, on passe un peu de l'un à l'autre, c'est-à-dire on va avoir une musique in en fait que les personnages sont en train d'écouter, et d'un seul coup ça va basculer par des effets de mise en scène et de mixage qui sont voilà, assez bruts quelquefois, comme de la musique de film, quoi. Donc voilà. Et pour revenir sur ce que disait William sur le thème qu'on vient d'entendre, c'est vrai, moi je me souviens très bien en salle de montage le jour où on nous a envoyé ce thème et qu'on l'a essayé. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça. Voilà. Et voilà, toutes les raisons pour lesquelles on ne sait pas très bien, les raisons pour lesquelles on s'adresse à quelqu'un, mais qui sont des choses un peu intuitives. Il y a quelque chose qui me plaît dans sa musique, qui je pense peut correspondre, mais qu'on ne va surtout pas formuler. Voilà, quand ce thème est arrivé, je me suis dit, ah oui, voilà, en fait, ça parle, je l'écoutais, et je trouve que ce thème,
qui est très mélodique en fait, enfin, très thématique. Finalement, voilà, ça parle de l'amour d'enfance en fait. Il y a quelque chose un peu triste qui est l'amour du passé. Voilà, la fille dont on était amoureux quand on avait 12 ans ou 15 ans ou 17 et maintenant on en a 25 et c'est plus tout à fait ça. Et ça correspondait un peu justement à la relation entre le frère et la sœur, entre Gaspard et Colline. Donc ça m'a paru juste tout de suite. Pour moi, c'était voilà. En fait, ça parle de la jeunesse en fait, ce thème, avec sa tristesse. Voilà, ça parle de ça, des amours tristes de l'enfance. Il y a des musiques qui sont des musiques actuelles de ce mariage et des musiques qui seraient presque les musiques du passé, quelque part. Il y a un rapport au temps et il y a des séquences de flashback dans le film. Et donc il y a aussi des musiques pour ces séquences-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a en fait, dans le film, le film raconte un peu par une série de 3 flashbacks l'évolution de la relation entre Gaspard, donc, qui était un enfant génial, un inventeur en fait. Il a inventé plein de petites choses assez marrantes. Il était extrêmement brillant. Voilà. Et sa sœur, qui est donc sa sœur cadette, c'est lui l'aîné. Et donc on les voit à trois moments de leur vie. Donc quand elle est bébé, quand elle a 4 ans et quand elle a 13 ans. Voilà. Et la façon dont leur rapport fraternel évolue et même évolue mal, quoi. Voilà. Donc effectivement, il y avait en fait des moments dans le film où il fallait basculer dans le flashback et puis pouvoir en sortir, et la musique en fait pouvait aider à ça. Pour moi, c'était comme des nuits. Le statut de ces images-là, c'était un peu entre le flashback et puis le moment où peut-être un rêve, peut-être que c'est Gaspard qui est en train de rêver, peut-être en train de se souvenir ou pas. Donc il y avait comme ça un statut qui était un peu indéterminé, et la musique devait nous aider à entrer dedans. Pour illustrer cela et voir de quoi on parle, avant de découvrir le film. Peut-être tu vas diffuser l'extrait du premier flashback, c'est ça? Alors peut-être, parce que du coup, l'extrait est assez intéressant aussi par rapport à ce qu'a composé William. Donc en fait, l'un des défis majeurs en fait de la composition de la musique, c'est qu'il fallait donc exprimer une forme de menace en fait qu'il y avait autour du zoo. Voilà, quelque chose d'un peu menaçant, d'un peu plus noir en fait, et qui n'était pas vraiment présent dans le scénario, dans la narration. Voilà, et on a beaucoup buté contre cette difficulté. C'est une des difficultés principales. Voilà, et donc alors pour moi, c'était ces chiens, ces 3 chiens. Qui était un peu comme un cerbère, un chien à 3 têtes, qui rôde autour du zoo, qui bouffe les animaux. Et il fallait sentir qu'ils étaient là et qu'ils venaient pour métaphoriser un peu autre chose, quelque chose d'un peu plus morbide. Donc c'était un peu compliqué. Et voilà. Et puis à un moment, donc, lui, il travaille comme ça. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il part en voyage. Et puis le voyage l'inspire. Et puis de cette inspiration naît une musique. Voilà. Et donc il est parti donc à Naples, et puis donc voilà, c'est là où il y a un volcan, le Vésuve en fait, qui est un des seuls volcans en plus ou moins encore en activité, hein, je crois. Et du coup, il m'a envoyé une musique après qui s'appelait Vesuvio. Voilà, donc il n'est pas du tout question de Vésuve dans le film, ni d'Italie, ni de pizza, ni rien. Et on l'a essayé. Et en fait, ça marchait très très bien. Voilà. C'est-à-dire que lui, en fait, la menace pour lui, c'était le volcan, parce qu'il est parti en voyage et il y avait ce volcan, enfin je sais pas, je l'ai interprété comme ça, qui fait peur, j'imagine. Moi, je suis jamais allé, mais voilà. Et donc, face à cette émotion de peur, il compose ça, et du coup, moi, je peux récupérer cette émotion de peur pour l'utiliser comme quelque chose, voilà, d'un peu diffus, la menace. Voilà. Mais donc, c'est pour ça que c'est effectivement une carte blanche, c'est une grande liberté. C'est si lui, il a besoin de partir en voyage pour se faire peur et pouvoir écrire sur la peur, bah, c'est très très bien en fait. C'est intéressant, c'est comme un acteur qui devrait interpréter la peur en pensant à quelque chose qui lui est arrivé. Exactement, voilà. Lui, il a besoin du volcan. Moi, c'est une image que je ne pouvais pas lui donner parce que je lui dis, ouais, il y a des chiens, il y a des chiens. Et donc, on bute toujours sur le scénario. Donc, lui, il part ailleurs avec sa façon de travailler, son talent. Et voilà. Et donc, voilà, donc là, l'extrait qu'on va passer, ça commence avec le premier flashback. Donc, on voit donc Colline, qui est jouée par Christa Terret plus tard. Elle est toute petite. Gaspard a inventé un pyjama serpillière pour elle. Voilà. Et puis après, on revient dans le présent. Voilà. Et donc, grâce à cette musique, j'ai pu utiliser des images que j'avais tournées comme ça, voilà, dans le zoo, mais un peu plus ou moins par hasard, juste parce que quelquefois, il reste 5 minutes et on dit, bah vas-y, t'as qu'à filmer les arbres et puis on va faire comme ça. Et donc, on avait fait par exemple un plan qui est un peu un plan entre guillemets de film d'horreur, qui est un moment où la caméra on est en train de filmer la boue. Il avait plus cette nuit-là, et on avance comme ça, et on avance et on remonte, la caméra remonte un peu vers la maison et on avance. Voilà, c'est un peu comme dans Halloween de Carpenter ou des choses comme ça. C'est des travelling, il n'y a pas de personnage, on sent une forme de menace. Voilà. Et donc du coup, on a pu récupérer ces éléments-là et les monter ensemble grâce à la musique que William avait composée sur le Vésuve. Allons-y.
sûr que vous pensiez que j'allais me laisser abattre. Hein? Bon, votre petit con. Attention, numéro 1. Le bébé serpillière. T'as changé le roux? C'est bon, c'est fait. Voilà, on peut applaudir de nouveau ce travail. À préciser peut-être qu'à la base, cette musique, elle était vraiment justement composée pour une autre séquence. C'était une séquence justement déjà un peu plus sombre et tout. C'était dans les bois avec les chiens. Et d'ailleurs, elle est utilisée sur ces deux moments avec des versions un peu différentes. Mais voilà. C'est fréquent dans la musique de film où souvent une musique a été faite pour un endroit et hop, il y a eu un déplacement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que ça reste souple et d'où l'intérêt de ne pas composer un peu image par image et tout, et de composer plus thème par thème et par émotion, que ce soit personnage ou. Là, c'est vrai qu'il y a eu un thème de personnage, mais après c'était plus des séquences, des émotions. Qu'est-ce que ça raconte Effectivement, il y a une première arrivée au zoo qui n'est pas le thème qu'on a écouté, mais un autre qui est un peu plus magique, très ouvert, très plus heureux, on va dire. Il y a celui-là qui est un petit peu plus sombre et tout. Enfin voilà, il y a des trucs juste purement mélancoliques, assez tristes mais assez légers. Il y a différents thèmes comme ça. Et c'était plus par émotion que par personnage ou que par séquence purement, quoi. Parce qu'après ces émotions, on peut les retrouver à d'autres endroits et ça reste une histoire du film de manière générale, donc effectivement on peut les replacer à d'autres endroits. Et ce que j'aime beaucoup dans cette musique, c'est une petite cellule qui se répète et il y a une progression dramatique. À un moment donné, ça nous prend, ça nous habite complètement, quoi. Il y a vraiment une vraie tension progressive. Vous travaillez sur cette longueur, finalement. Il y a besoin, je trouve, dans votre travail, quand même, que le film permet, c'est cette longueur, cette durée. Ouais, c'est ça, et c'est ce que je disais dans les non-contraintes, ça en fait partie, quoi. C'est-à-dire de pouvoir partir de quelque chose de tout petit, très, très léger, qui serait peut-être pas suffisant sur un morceau classique, entre guillemets. Et voilà, le laisser progresser lentement et devenir quelque chose d'un peu plus gros et tout. Enfin voilà, c'est une liberté comme ça que moi j'aime beaucoup dans la musique de film. Ouais. Il y a l'aspect sensoriel. On touche vraiment au sens. C'est une musique où on a l'impression de toucher, de sentir, qui donne des frissons. Voilà, c'est ainsi que vous avez. Ouais, mais pour moi, je sais pas, quand je l'écoute, pour moi, effectivement, c'est un volcan, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a la pente ascendante, on monte sur le volcan, et puis après, on redescend comme ça. On atterrit
Donc le montage de la séquence, on l'a conçu un peu comme ça, effectivement. C'est-à-dire on essaye de monter avec des images de plus en plus abstraites avec cette musique. Il y a quelque chose qui est effectivement une forme d'angoisse qui nous prend, je trouve, qui est très très forte, et voilà, et qui se mariait bien avec ces images d'arbres un peu au crépuscule, cette boue, cette espèce de glaise qui a donc effectivement quelque chose de très sensoriel. Et après on peut redescendre sur le personnage donc de Colline. Vous avez vu la fille ours en train de nourrir les tapirs. Voilà. Donc là, on diffuse des extraits avec la musique, mais il faut dire qu'il n'y a pas un effet, très souvent dans les films, surtout américains, il y a un effet de saturation. Il y a quand même beaucoup de scènes non musicales aussi, ce qui fait qu'il y a des respirations et on apprécie d'autant plus la musique qu'elle n'est pas omniprésente. Est-ce que parfois, par exemple, vous aviez prévu de la musique et le film l'a rejeté, ou vous avez dit là, il n'en faut pas, la place du silence dans le film aussi? J'ai pas le souvenir de ça. De séquences, on s'est dit il faut de la musique et en fait on l'utilise pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il y a effectivement des rendez-vous musicaux dans le film qui sont qui sont assez réguliers finalement. Et moi ça me faisait penser, comme il y a un aspect conte là, comme vous avez vu avec la fille, c'est Podane quoi. Et du coup pour moi ça me faisait penser au livre de contes, quand moi j'avais ça quand j'étais petit, c'est-à-dire qu'on mettait le disque, c'était un disque, et puis on avait le livre et on lisait le livre et puis il y avait un petit bout d'histoire. Et puis à un moment il y avait la chanson ou la musique ou la fée Clochette qui disait qu'il fallait qu'on tourne la page. Et donc dans le film c'est un peu comme un livre d'images pour enfants, avec ces moments, ces 30 secondes ou ces 45 secondes où il y a une musique qui va emporter un peu le film vers une forme d'imagerie comme ça de conte. C'est vrai, il y a le réalisme, beaucoup de scènes réalistes de famille, et là, la musique nous amène vers l'onirisme quelque part. C'est ça. Ouais, exactement. Voilà, c'était ça. Il fallait que William parlait tout à l'heure effectivement du thème magique. Voilà, on avait besoin de ça. C'est-à-dire que quand on arrivait au zoo, il fallait que ce soit pas un zoo où on achète son billet à l'entrée. Il fallait que ce soit le zoo comme un réservoir à fiction, comme quelque chose d'un peu extraordinaire, avec des gens qui se prennent pour des animaux, avec cette magie qui est de oh là là, c'est incroyable. Ils vivent au quotidien à côté d'animaux sauvages. Est-ce qu'il y a des musiques qui ont été entendues présentes sur le tournage pour conditionner aussi peut-être, pourquoi pas, le jeu des comédiens? Alors, il y a une danse dans le film, c'est-à-dire que il était prévu, l'histoire, c'est Gaspard qui retourne dans sa famille parce que son père va se remarier, donc le mariage du titre, c'est notamment celui-là, et puis quand il arrive, en fait, on lui dit le mariage il est annulé parce que le marié veut plus se marier. Et le père décide mais en fait, on va quand même préparer le mariage en secret, et puis je referai ma demande plus tard. Donc en fait, il prépare le mariage, et donc au scénario, on se demandait, en fait, quand on prépare un mariage, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est important. Donc par exemple, il y a le bal. Voilà, moi je me suis marié, donc je me souviens qu'on dit, parce qu'il y a des symboles extrêmement importants dans le mariage auquel il est toujours difficile d'échapper parce que les gens y tiennent énormément. Et donc il y a un moment on va danser, et à un moment c'est les mariés qui commencent à danser. Donc il y a qu'est-ce qu'on choisit comme musique. Donc au scénario on s'est dit il y aura l'ouverture du bal. Donc dans le scénario on avait dit en fait ils essayent un truc, donc ils font un rock, et puis après ils trouvent que ça va pas, et puis finalement ils font un slow. Voilà. Et puis au moment de la préparation, donc on cherchait un peu les musiques, et puis on s'est dit mais en fait si on faisait une chorégraphie, si en fait ils étaient tous les trois, c'était les frères et sœurs, vous avez Félix Moati, Christa Terret et Guillaume Gouix qui joue le frère aîné. Si en fait c'était l'occasion pour eux de se retrouver autour d'une chorégraphie, comme si en fait ils s'étaient amusés petits à faire cette chorégraphie, qu'ils la connaissaient tous très très bien avec leur talent de danseurs différents, et qu'en fait on va s'amuser quand on tourne, et en fait on va prendre quelqu'un qui sait vous faire danser, et on va inventer une scène autour de ça. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et du coup cette musique effectivement ils la connaissaient, on l'a passée au tournage, ils ont répété leur chorégraphie dessus. Et pour cette question de la musique préexistante, souvent il y a la négociation des droits aussi, il y a le superviseur musical. Est-ce que vous avez travaillé avec un superviseur musical pour cette question? Non, pas du tout, ça coûte trop cher. C'est vachement bien un superviseur musical, mais c'est un peu hors de prix. Donc non, il y a juste quelqu'un à la boîte de production qui s'occupe de la post-production du film, c'est-à-dire ce qui se fait après le tournage, le montage son, le mixage, et aussi la musique. Donc c'est lui qui est chargé un peu d'appeler les ayants droit. Donc c'est
quelque chose de très très compliqué pour savoir s'il y a la possibilité de faire un deal pour pouvoir utiliser la musique dans le film. Donc évidemment, dans le cas d'une chorégraphie, c'est quelque chose qui se fait absolument en amont parce qu'on ne peut pas être piégé, quoi. Est-ce que votre premier choix a pu être négocié ou alors il y a eu une musique trop chère, il fallait trouver autre chose? Non, bah c'est pareil en fait. C'est-à-dire que évidemment, comme c'est pas mon premier film, les contraintes de production, je les ai un peu intégrées. Donc il est évident que je vais pas dire si on prenait une musique de Bob Dylan, ce serait super. Voilà. C'est que donc là voilà, il y a une chanteuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Catherine Giriac, donc un groupe qui s'appelle Mademoiselle K. Voilà, moi j'aime beaucoup cette fille aussi, elle me fascine presque en tant qu'actrice, quoi. Voilà, je me disais que cette fille-là, elle aurait pu jouer la fille ours par exemple dans le film. Je la trouve vraiment extrêmement cinégénique en fait. Et voilà, et Mademoiselle K, bon, ils appartenaient à un label à un moment, et puis Mademoiselle K, elle voulait faire un album en anglais, pardon. Puis le label, il disait non, hors de question, parce que c'est trop compliqué, ça va pas marcher, ça pourra pas passer en radio. Donc elle a autoproduit son album. Voilà. Et donc il y avait une chanson que j'aimais beaucoup, et je savais que voilà, si on s'adressait à elle, comme c'était autoproduit, voilà, on n'allait pas se retrouver dans des délires de label inabordables. Il y a eu une relation comme avec elle, vous l'avez contactée, etc. Ça s'est pas fait sans son consentement? Bien sûr, évidemment. Enfin, tous les ayants droit, du coup, y compris voilà, les compositeurs, les interprètes sont contactés. On leur décrit la scène. Alors, on leur voit pas le scénario parce que c'est un peu compliqué, mais on leur décrit la scène, on leur décrit un peu l'esprit du film. Voilà, donc ça se fait en amitié, en fait. Et une musique préexistante, elle est déjà finie, achevée, on ne peut pas y toucher. C'est différent d'une musique originale qu'on peut un peu adapter. On la monte un peu. Par exemple, Mademoiselle K, c'est un petit peu monté. Voilà. Voilà, du coup, c'est toujours un peu douloureux. Genre une coupure au milieu. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut finir la musique. Enfin, là, dans la scène, il fallait finir la musique. Donc après, voilà, les monteurs son font ça relativement bien, mais c'est toujours un peu violent. Et puis là, ce qu'on a pu faire aussi sur le film, c'est vu qu'il y a une partie des musiques préexistantes qui sont de moi, on a pu retravailler dedans en fait aussi. C'était aussi l'avantage de ça sur certains morceaux, de pouvoir faire des édits spéciaux pour le film, quoi, de musiques qui sont déjà existantes. Donc vos musiques préexistantes deviennent presque des musiques originales parce que vous les avez adaptées Elles pour le sont film. adaptées, ouais. En tout cas, ouais. Enfin, ouais, ça a été le cas surtout sur une, ouais. Vraiment. Est-ce que vos musiques originales, vous les considérez un peu dans la continuité de ces musiques préexistantes utilisées ou ce sont deux choses différentes? Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes parce qu'elles ne sont pas composées dans le même but et ne racontent pas exactement la même chose pour moi. Après, quand j'essaie d'avoir un regard très externe, non, enfin, j'y arrive pas de toute façon. Mais donc, oui, non, pour moi, ça reste quelque chose de très différent, même si peut-être musicalement, il y a des liens et tout, parce que c'est pas pour rien non plus qu'Anthony les a choisis. Mais voilà. Moi, j'ai une histoire un peu globale avec tous les morceaux que j'ai composés pour le film, qui est un peu très liée, voilà, c'est une sorte d'unité en fait. Ça a été composé sur une même période de temps plus ou moins, quoi. Donc ça raconte une certaine chose, alors que ces autres morceaux, pour moi, j'ai d'autres histoires déjà associées en fait. Et vous ne considérez pas que ces musiques originales sont moins personnelles que des musiques faites en dehors? Les musiques originales seraient moins personnelles. Non. Non, bah, peut-être qu'un vrai compositeur de musique de film, il ferait ça de manière moins personnelle, mais pas moi en tout cas. C'est aussi pour ça que je dis que je ne sais pas ce que je vais faire, c'est que voilà, c'est pas un exercice technique où tiens, il faut mettre un peu d'émotion là, et puis un peu de rythme là, et puis voilà, et puis hop, on met ça, et puis ça marche. C'est de la création pure, donc on se laisse aller, et donc non, pour moi c'est pas ouais, c'est à peu près la même chose quand même. Vous n'êtes pas un compositeur caméléon à qui on demande une valse, par exemple? Voilà, c'est assez impossible. Ouais. Et je compose de manière assez similaire en fait quand je fais de la musique de film. C'est juste que j'ai cette contrainte plus ou moins en tête, j'ai cette histoire en fait. J'essaie d'avoir juste ça en tête, cette histoire, ces personnages et tout, et je compose avec cette matière-là, quoi. Mais c'est pas si différent d'autres façons. Voilà, j'ai pu composer d'autres morceaux sur des voyages où ces morceaux devaient raconter ce voyage. Ben en fait, c'est presque similaire au film, quoi. Juste le film, c'est le voyage, et voilà. Anthony parlait tout à l'heure de Gabriel Yared, Philippe Sard. Est-ce que vous vous sentez un peu dans une lignée de la musique de film? Est-ce que vous avez des goûts liés à la musique de film? Pas énormément. J'essaie de pas en avoir, mais j'aime bien avoir un côté assez brut, c'est-à-dire juste réagir de manière très personnelle au film sans me dire tiens, il y a ce mec qui a fait ça et tout. Bah, c'est ma manière aussi de concevoir la musique de manière générale, mais je sais que je travaille pas
très peu avec des références et tout. J'essaie juste de pousser l'inspiration au maximum et d'aller dans mes retranchements et de voir ce qui en sort, plus que de me dire, voilà, il faudrait peut-être faire quelque chose d'un petit peu dans ce genre-là et tout. Donc j'ai forcément eu des références, mais je pense beaucoup moins que n'importe quel compositeur de musique de film traditionnel, on va dire. Vous restez intuitif. Ouais, c'est quelque chose que voilà, j'aime bien travailler comme ça et j'aime bien voir ce qui en sort dans ces moments-là, quoi. Et c'est vrai qu'en général, parfois il y a des réalisateurs qui peuvent avoir des inspirations de base, quoi, qui peuvent me dire ça serait bien de faire quelque chose comme ça. Et, sur le premier film sur lequel j'avais bossé, je me rappelle, j'avais dit bon, ok, très bien, je vais faire quelque chose d'abord, je vais juste composer, on va voir ce qui en sort, et puis après on en discute, quoi. Et après on voit ce que c'est. Et c'est vrai que moi j'aime bien travailler comme ça. Et même quand par exemple j'ai pu travailler avec des réalisateurs pour des clips ou autres, j'aime bien que c'est une vraie collaboration, c'est-à-dire que je leur demande pas de faire exactement ça, je leur dis voilà, moi j'ai un morceau, voilà ce que je pense de ce morceau, ce qui véhicule pour moi. Qu'est-ce que toi t'en penses? Enfin voilà, qu'est-ce que ça raconte pour toi? Et puis après on travaille ensemble, quoi. Vous citiez donc une précédente collaboration pour le cinéma. Est-ce que pour vous, ce sont deux méthodes similaires que vous avez adoptées ou Alors pour le coup, non, parce que le premier film, un film qui s'appelle de toutes mes forces de Chad Chenouga, c'était quelque chose d'un peu plus. C'était un film très social, beaucoup plus brut, presque proche du documentaire sur certaines parties. Et du coup, la musique avait. Il fallait qu'on trouve la place pour la musique, en fait. Et c'était beaucoup moins évident que sur ce film-là. Donc il a fallu qu'on fasse plein de tests, qu'on discute vraiment à deux, de savoir justement ce dosage de laisser du silence, de faire intervenir la musique que parfois pour relever vraiment certains moments et de pouvoir laisser du silence qui raconte aussi quelque chose, quoi. Donc il y a eu vraiment cette démarche qui était assez différente et on ne savait pas en fait à quel moment il fallait mettre de la musique. Donc moi-même j'ai fait des propositions, je dis il y a ce moment-là où je trouve que ça serait bien, et du coup j'ai créé quelque chose pour ça, et donc on était dans un aller-retour un peu comme ça. Alors que là c'était pas ça, il y avait vraiment de l'espace pour la musique, j'avais un terrain de jeu, quoi. Alors, on va diffuser l'extrait de la danse qu'on avait évoqué il y a un instant. Ouais, alors je viens en dire un mot du coup. Donc juste pour situer, pour que vous puissiez en profiter. Donc effectivement, ils sont en train de préparer le mariage en secret. Donc il y a d'un côté le père en fait qui est en train un peu de cleaner sa vie. Il téléphone à ses maîtresses parce qu'il a des maîtresses et pour rompre, voilà, parce qu'il a décidé qu'il allait se marier, qu'il allait être clean. Donc voilà, donc ça c'est un peu la situation de comédie. En même temps, donc vous avez les frères et sœurs, les trois frères et sœurs qui cherchent un peu la musique, qui répètent, cette danse. Et puis la danse va pas. Débarque alors Laetitia Doche, je ne sais pas si vous connaissez cette actrice, voilà, qui joue le rôle de Laura, donc qui fait pas du tout partie de la famille, que Gaspard a ramené avec lui. Elle est en train d'essayer la robe de mariée pour faire les retouches, voilà, alors que c'est pas du tout elle qui se marie évidemment, c'est Marina Foïs dans le film. Voilà. Et puis Gaspard a une autre idée de musique, et donc qui est un slow, et donc je raconte tout l'extrait, mais je pense que c'est mieux quand même. Et donc il prend Laura par la main et puis ils vont danser ce slow. Donc là c'est une musique qui était composée par Alex Bopin, pas pour le film, qu'il avait composé avant pour un autre film, voilà. Et du coup au moment de ce slow, ce qui se passe, c'est que le décor disparaît un peu autour d'eux. C'est-à-dire que les personnages se retrouvent dans une bulle et ils tombent un peu amoureux à ce moment-là. Voilà. C'est ce que raconte la scène, c'est ça. C'est que Laetitia Doche et Félix Moati, d'un seul coup, sont un peu emportés par l'émotion de la musique, tombent amoureux, et que les autres le voient, et notamment la sœur, donc Christa Terret, Colline, fille ours, voilà, qui voit ça et qui d'un seul coup en conçoit une forme de douleur immense et une forme de jalousie immense. Voilà. Et donc, pour rentrer un peu dans cet espace mental, ce qu'on a fait, c'est que donc ça commence dans une espèce de salon, une grande pièce. C'est qu'en fait, le décor disparaît, on se retrouve complètement dans le noir. Et là, on a tourné en fait dans une boîte de nuit. On avait tout borgnolé, c'est-à-dire on met du noir partout. Et voilà, et l'espace devient totalement abstrait. Et voilà, il y a un jeu de lumière. Vous allez voir, on passe de boule à facettes à lumière stroboscopique pour essayer de rentrer justement un peu dans leurs affects en fait, et dans l'espèce de fureur que peut ressentir Colline. Voilà. Alors si on peut faire le noir le plus possible, c'est bien, parce que du coup, je ne sais pas si on peut éteindre vraiment les lumières. Bien, on en avait parlé tout à l'heure, parce que du coup, donc l'extrait dure très sombre.
L'extrait dure 4 minutes 30 et puis juste après, on pourra ouvrir la discussion avec vos remarques et vos questions. Oula, il y a un spot là. Jamais de la vie, Isabelle. Tu sais très bien qu'il n'a jamais été question qu'on fasse un enfant, enfin. Florence, c'est qui ça, Florence? Quelle Florence? Florence, la ville. Firenze, si. Moi, j'ai dit que je te ferais découvrir Florence. Mais j'ai jamais mis le pied à Florence. Et que... Comment? Oui. Je vais me faire foutre, oui. C'est bien cette musique, papa. C'est ce qu'il te faut? Non, pas du tout. C'est sympa, mais on peut pas commencer comme ça. C'est mon mariage, pas le vôtre. Et en tout cas, avec mon malaise, il me faut quelque chose de plus lent, quoi. Mais j'ai une autre idée, alors. Qu'est-ce que vous faites? On choisit la chanson pour ouvrir le bal. Là, c'est un peu juste, hein. On a encore le temps de la faire reprendre. Mais c'est pas moi qui me marie, Max. Vous savez ça, hein? Non, mais vous faites à peu près la même taille. Oui, mais Becky, elle est quand même un peu plus fluette. Moi, je suis plus carré, quoi. Faut pas la faire reprendre pour ça. C'est difficile d'imaginer comme ça. Bravo.
pour revoir l'extrait, je me souvenais plus de cette fin là avec les flashs, c'est magnifique. Ouais. Alors là, bon, évidemment, comme on peut faire, pardon, on peut pas faire le noir, évidemment, là, bon, tout le passage sur la boule à facettes, on voit pas les acteurs, mais ni tellement les lumières. Mais voilà, si vous venez ce soir à la projection, vous pourrez mieux voir et mieux profiter de cette scène. Vous avez des remarques, des questions? Voilà, sur la question, sur le cas particulier du film, la collaboration, mais aussi ça peut être plus large. Vous avez un réalisateur, un compositeur, donc les questions de la musique de film. Il y a une chose qui très souvent me gâche le plaisir dans un film, c'est la question du mixage. On en parle très peu de cette question du mixage, mais c'est quand même primordial, puisque le mixage, ce sont la gestion des volumes entre les bruits, les voix, les musiques, etc. Et finalement, c'est la dernière chose avant la diffusion du film. Et il arrive très souvent d'ailleurs que les compositeurs ne reconnaissent plus leur musique après le mixage. Ça m'intéresse. Ouais, et moi je suis un peu chiant là-dessus. Là, ça s'est très bien passé sur ce film-là. En fait, je travaille du coup avec mon ingénieur du son qui fait une sorte de pré-mixage en fait du film purement juste pour la musique que j'ai composée. Et après, je vais valider en fait ce qu'a fait le mixeur du film. Mais c'est vrai que par exemple sur un film précédent, ça m'est arrivé d'aller voir le mixeur du film et de dire c'est pas bien. Non mais voilà, parce qu'en fait on a en général du coup moi et avec mon ingénieur du son on travaille dans une certaine dynamique pour un certain but quoi, et qui est pas forcément le même que cette personne-là, que le mixeur du film. Donc si on fait deux choses qui sont contraires, ça marche pas du tout quoi. Donc effectivement il faut en fait avoir la possibilité de pouvoir avoir un contrôle entre guillemets là-dessus et de s'assurer qu'à la fin, ce dont pourquoi on s'est fait chier pendant plusieurs mois, ça soit pas autre chose que ce qu'on voulait faire. Et pour parler un peu technique, s'il y a des musiciens, est-ce qu'on parle de stem, c'est-à-dire chaque élément de la musique, et très souvent, les compositeurs livrent des stems séparés, et le mixeur peut par exemple enlever un instrument. Ouais, exactement. C'est un petit peu le risque, mais en même temps, ça fait partie du jeu et c'est normal de livrer ça. C'est-à-dire qu'on va livrer une musique par groupe, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes les cordes ensemble, la mélodie principale, la basse ou autre, on va pouvoir séparer, ce qui fait que ça laisse effectivement au mixeur d'avoir la marge de modifier un petit peu certaines choses, s'il a besoin de faire une transition avec un son in, autre chose ou autre. Donc voilà, mais après le but c'est d'essayer que ça reste juste pour des modifications comme ça, pour des transitions ou autres, mais qu'il ne rajoute pas par-dessus un mix personnel quoi. En tout cas, dans Gaspard va au mariage, je trouve le mixage est assez astucieux parce que la musique est là et le son également. C'est-à-dire qu'on entend le son de la nature parfois, le son des animaux, et voilà, aucun son ne va annihiler l'autre. Ouais, ça a été vraiment très bien fait, hein, honnêtement. Et effectivement, c'était aussi le but, quoi. C'est pas que quand il y a la musique, bouffe, il n'y a plus rien. C'est que ça s'inscrit dans le reste. Et vu que c'est des musiques, en tout cas celles qu'on a entendues, celles que j'ai faites, qui restent quand même assez légères, c'est pas des choses très conséquentes, on va dire. Il y a de la place pour justement ces sons-là qui viennent entourer un petit peu la musique et qui collent parfaitement, quoi. Et puis ici, avec cette musique préexistante, il y a le volume au niveau 1 quand il danse, etc. Puis d'un seul coup, hop, on entend l'autre personnage parler, mais on ne perd jamais le fil de la scène. Donc ça, il y a une fluidité finalement. Quel est votre travail sur le mixage ? Alors ça, dans cette scène, donc la première danse, ça c'était vraiment ce qui était le plus difficile, quoi. C'est qu'à la fois il y avait la fratrie qui était en train de danser, et puis on avait envie de danser. Enfin, on avait envie que la scène s'élève un peu, qu'on ait envie de danser avec eux, que ce soit cool, qu'on les trouve marrants. Et en même temps, il y avait une autre situation à gérer derrière, qui était le père, donc qui téléphone à sa maîtresse, qui dit quoi ? Mais c'est quelle Florence ? Ah, moi je t'ai dit je te ferai découvrir Florence, mais pas du tout. J'ai jamais mis les pieds à Florence. Tout un tas de malentendus comme ça qui étaient censés être un peu comiques. Et donc voilà, c'était vraiment sur deux tableaux différents. Donc en fait, voilà, on a essayé de le gérer. On se dit, voilà, souvent en fait, on fait des parties. Et là, on dit, voilà, pendant les 40 premières secondes, on va être avec la fratrie, on va vraiment danser avec eux, on va en profiter. Puis une fois qu'on en aura bien profité, on peut éventuellement, effectivement, mixer. Là, c'est un peu difficile. Et puis, on est obligé de tricher et faire comme si on entendait très très bien le père qui est au bout de la pièce. Et puis bon, c'est pas grave, c'est des conventions qui fait qu'on peut accepter ça. Remarque, question, deuxième tentative.
Vous avez vu des films ici au festival, j'imagine, depuis le début Est-ce qu'ils sont musicaux? Est-ce que vous êtes des spectateurs est-ce que vous faites attention aux musiques dans les films? Voilà, peut-être aussi des témoignages. Il y a peut-être autre chose aussi qui entoure, en tout cas, la création de la musique de film, c'est à quel moment, enfin bon, je l'ai dit déjà un petit peu, à quel moment j'ai commencé à composer dessus, mais ce qui est vraiment intéressant, en tout cas pour moi, en tant que compositeur, c'est de pouvoir travailler déjà directement avec le réalisateur et monteur, et d'être un petit peu à ce moment où le film se façonne, en fait, quoi. Et on a des discussions ensemble, plein de réflexions sur... Et c'est, en fait, à mon sens, pour moi, le moment où le film prend son sens et la vraie tournure du film. Donc c'est un moment assez privilégié, je trouve, et c'est très passionnant, en tout cas pour moi, d'intervenir à ce moment-là plutôt que pendant le tournage ou autre. Voilà, c'est un moment vraiment à part qui est assez précieux, je trouve. Puis de ne pas intervenir à la toute fin, plaquer sa musique juste dans la dernière Ouais, minute. bien sûr, voilà, c'est aussi de pouvoir rentrer dans plein de discussions. Effectivement, des fois, la musique peut résoudre certains problèmes. Enfin, quand il y a une discussion comme ça, il y a un échange qui se fait, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Ça ressemble vraiment à une collaboration, quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant, plutôt que je pense au cinéma américain. La plupart du temps, voilà, le musicien livre d'un coup, d'une traite, tout ce qu'il a composé pour le film, et voilà, c'est fini, quoi. C'est tout cet échange qui est vraiment intéressant, et de voir ce qu'on peut en tirer, quoi, au mieux de cet échange. Au niveau de l'éclectisme de la bande originale du film, donc il y a à la fois de la musique électronique, et il y a aussi Bach. Alors pourquoi Bach? Pour peut-être parler de la Passion selon saint Matthieu de Bach, utilisée dans l'une des scènes du film. Alors pourquoi? La réponse à pourquoi, c'est toujours parce que ça marchait, quoi. Enfin, en général, voilà. C'est souvent, enfin, au montage, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les théories du monde sur les raccords. Il y a les raccords qui marchent et les raccords qui marchent pas, quoi. Donc c'est souvent très très simple. Donc effectivement, mon montage, j'arrive toujours avec une liste, avec un ensemble de musiques qui sont souvent des musiques de films. Parce que je me suis cultivé en étant cinéphile, quoi. C'est-à-dire qu'on va dire que Bach, j'ai découvert au cinéma, quoi, plus qu'à la maison. Donc voilà, par exemple, cette musique de la Passion de Saint-Matthieu qui est assez célèbre, elle a été utilisée dans Le Sacrifice de Tarkovsky, par exemple. Donc encore un film des années 80, mais elle est utilisée très souvent au cinéma. Voilà, par exemple chez Pasolini, et du coup dans le film de Ferrara sur Pasolini. Donc voilà, donc elle faisait partie, voilà, de notre liste de musique. Et puis il y avait un moment, donc à la fin du film, le film est divisé en chapitres, en fait, donc c'est l'épilogue. Et ce moment, voilà, était censé être un peu triste et un peu poignant. Donc voilà, et on cherche plusieurs musiques, et ça marche très très bien sur la Passion selon saint Matthieu, même parce que ça emmène le film très très loin, justement, dans la gravité, dans la douleur du personnage. Et puis il se trouve que voilà, la Passion, en fait, donc on utilise un morceau de la Passion selon saint Matthieu qui s'appelle Erbarme dich en allemand, et qui veut dire je me repens. Et ça correspond au moment en fait où Pierre, donc l'apôtre de Jésus, en fait, il prend conscience qu'il a trahi 3 fois Jésus, quand Jésus lui dit voilà, quand le coq va chanter, tu verras, tu m'auras trahi 3 fois, et il dit ah non mais c'est impossible, et puis en fait voilà. Et donc ça correspond à ce moment-là. Et du coup c'était juste par rapport à la situation narrative du film, qui était le moment aussi où le personnage principal, Gaspard, s'aperçoit un peu qu'il a aussi renié sa famille. Voilà. Et donc Gaspard se retrouvait un peu dans la situation voilà, de Pierre qui renie Jésus et lui-même renie sa famille. Et du coup on se dit, ah ouais, en fait, voilà, donc ça marche d'une part parce que musicalement ça marche, et en plus par rapport à tout un sous-texte qu'évidemment le spectateur ne perçoit pas ou n'est pas censé percevoir. En plus, c'est juste. Et donc voilà, il y a toutes les raisons pour se dire, ah oui, mais en fait c'est ça qu'il faut, en fait, parce que ça correspond. On a entendu tout à l'heure Tilassine dire qu'il avait fait les Beaux-Arts, donc le visuel était présent dans le parcours. Est-ce que vous avez un parcours musical également? Est-ce que vous avez joué dans Ah non, pas du tout. Moi, je suis nul en musique. C'est ce que je dis tout de suite, quoi. Moi, j'ai aucune notion musicale. Je ne sais pas quels sont les bons mots. Donc voilà, et je pense que pour lui, c'est pratique, parce que sinon, je commencerais à parler. Je serais très mauvais. Alors que, au moins, moi, j'y connais rien. J'ai juste mon oreille, et donc je peux juste donner mes sensations. Vous ne pouvez pas parler de notes ou d'harmonie ou de choses comme ça? Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Enfin, quand on parle de musique, tout le monde connaît la musique. Enfin, voilà, on utilise juste ses propres mots, et c'est souvent beaucoup plus simple, en fait, de parler purement d'émotion, de ressenti, que de rentrer dans un discours technique, en fait, de la musique. Donc c'est vrai que souvent je préfère ça, parce que ça ressemble aussi à
plus ton ressenti à celui du public, en fait. Et donc, il y a un dialogue qui est presque plus simple dans ce sens-là, je trouve. Et peut-être évoquer ce qu'on parlait tout à l'heure sur Happy Few, ce que vous avez fait pour la musique de fin. Pardon. Sur Happy Few, donc il y avait un compositeur donc qui avait vraiment une formation classique, qui écrit des opéras, donc c'était assez différent. On voulait quelque chose qui soit vraiment comme de la musique française de film des années 70, quelque chose qui ressemble à ce que Sartre faisait pour sauter, voilà, quelque chose qui puisse avoir ses références. Donc on travaillait un peu dans cette optique-là. Et puis évidemment, au bout d'un moment, on en a un peu marre. J'avais besoin un peu de salir sa musique, en fait. Il faisait quelque chose de très précis, de très beau, et puis le film était un peu autre chose. Donc du coup, j'avais été allé chercher des sons j'avais un pote qui avait travaillé sur mon premier film qui s'appelait Douche froide et qui était plus un musicien électro, et voilà, j'avais récupéré des sons un peu sales et j'avais commencé à les monter sur la musique très mélodieuse, très propre du compositeur d'Happy Few. Et puis voilà, on avait mixé un peu les trucs pour tordre un peu ce qu'il faisait. Donc c'était un peu douloureux pour lui, mais en même temps, comme c'était un artiste, quelqu'un, ça l'intéressait aussi de voir ce qu'on pouvait faire de sa musique. Donc voilà, moi j'étais content parce que c'était quasiment comme si je m'imaginais un peu musicien, parce que j'agissais sur la musique. Donc c'était vraiment juste aussi pour le plaisir de faire ça une fois dans ma vie, en fait, quoi, d'être comme un compositeur. Voilà, j'étais fier, même si effectivement j'avais pas fait grand chose. Mais il y a un travail de montage finalement, comme un peu Godard quand il coupe la musique et qu'il l'ajuste lui-même. Oui, exactement. C'est toujours intéressant, en fait, d'être dans un moment d'harmonie, un moment de grâce, et puis d'un seul coup, le cinéma permet de revenir à quelque chose de très brut et de très réaliste, que fait effectivement très très bien Godard, et de nous laisser avec une sensation d'inachevé, comme ça, comme le souvenir de la grâce qu'il y avait avant. C'était toujours très fort. D'ailleurs, vous avez fait la FEMI sans montage, je crois. Et du coup, quand vous appreniez donc le montage à la FEMI, est-ce que la musique intervenait dans les cours ? C'est toujours un peu difficile parce qu'en fait, il se pose la question des droits. Voilà, c'est que donc en fait, les cours concrètement, on fait des courts-métrages. Enfin, il y a des exercices, mais donc il y a des élèves réalisateurs, des élèves monteurs. Voilà, donc quand on est monteur, on monte les films des élèves réalisateurs. Eux, ils sont là pour devenir réalisateurs, donc ils font des courts-métrages qui sont destinés à être diffusés après dans les festivals, c'est ce qu'ils espèrent. Donc se pose la question des droits. Donc on ne peut pas utiliser la musique, n'importe quelle musique, aussi facilement, parce que même si c'est une école assez riche, la FEMIS, les moyens sont assez limités. Et donc, effectivement, s'il n'y a pas de compositeurs, s'il pouvait y avoir des associations quelquefois avec des compositeurs, c'était ce qui était le mieux. Mais par exemple, il y a beaucoup de monteurs qui ont besoin d'une musique en fait, pour monter, parce que ça leur insuffle un rythme, et ils ont besoin d'un rythme préexistant pour monter. Et j'ai cru entendre qu'à la FEMIS, en montage, ils disaient le contraire. Ils disaient à leurs étudiants d'oublier la musique, de monter, de trouver leur propre rythme. Alors, bon, moi, il ne faut pas penser qu'à la FEMIS, il y a un discours, en fait. C'est-à-dire que, concrètement, par exemple, un truc qu'on ne se rend pas compte, mais il n'y a pas de prof à la FEMIS, en fait. Voilà. Ça n'existe pas, les profs. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a un parcours pédagogique, et puis, on va travailler sur un exercice pendant 15 jours. Il faut qu'on monte des rushs. Voilà, on est monteur. Et donc, là, débarque un monteur, qui est monteur, qui est un professionnel, qui sort, je sais pas quoi, du film de Giannoli. Là, il a 15 jours. Donc, il vient encadrer des élèves, et puis on fait une rencontre. Et donc, cette personne-là va avoir un discours sur son métier qui va nous intéresser ou pas du tout. Moi, j'ai fait des rencontres des fois catastrophiques, et puis des fois des rencontres où un mec va dire quelque chose, une phrase dont on va se souvenir toute sa vie, qu'on va utiliser en fait à chaque fois qu'on va pratiquer son métier. Mais donc, il y a pas, en fait, ça change en fait en fonction des intervenants qui sont uniquement des intervenants, des gens qui sont réellement monteurs, réellement chefs opérateurs, réellement réalisateurs, et qui ne sont pas du tout professeurs. Donc, il n'y a pas un discours unique. Ça dépend qui est la personne qui passe, en fait. Donc, cette histoire de musique, il ne faut pas monter en musique, je dirais que ça va varier vraiment en fonction des personnes qu'on va avoir en face de soi. Puis c'est à chaque élève de faire son parcours et de trouver sa voie et sa méthode. Pas de formatage, donc. Je trouve pas. Voilà. Alors c'est vrai que comme c'est une école qui est assez détestée, pour des raisons que je peux comprendre d'ailleurs. Voilà. Et on va parler de films féministes, on va dire ah là là les films féministes, etc. Mais en même temps, les films féministes, c'est par exemple Grave de Ducournau est un film féministe, voilà. Alors que c'est un film tout à fait à part, un film de genre sur des cannibales, voilà. Mais on ne dira jamais ce film-là qu'il est un film féministe. Quand on va dire film féministe, ça va être plus être un film naturaliste français. Mais il existe tout un panel de gens à la FEMIS, même si évidemment c'est une école, donc on est avec des écoliers. C'est effectivement des gens qui sont quand même dans un parcours scolaire. Donc il y a un certain profil de fait, mais voilà.
Tilassine, est-ce que pour l'avenir, vous avez envie de continuer la musique de film et peut-être pour évoluer dans ce milieu, est-ce que ça vous intéresserait par exemple de prendre des cours d'orchestration pour faire des orchestres par exemple, ou peut-être que vous êtes aujourd'hui capable, vous vous sentez capable de faire de l'orchestration, comment vous Ouais, sentez j'en ai déjà fait en fait. Du coup, vu que j'ai fait mes 7 ans de solfège comme tout bon musicien, voilà, ça m'a donné l'occasion sur certains morceaux parfois de transcrire ma musique en partition et d'aller voir un orchestre pour l'enregistrer. Ça m'est déjà arrivé. Donc oui. Et puis en fait, la musique de film, c'est assez bizarre, mais quand j'ai commencé à faire de la musique électronique, je pensais que j'allais faire que ça. Je pensais que j'allais rester dans ma chambre et faire que de la musique de film, parce que c'était... en fait, c'est en regardant des films que j'ai eu une vraie révélation en me disant « Ah, c'est ça que je veux faire, quoi. » C'est vraiment ça, parce que ça transmet des émotions totalement folles. J'étais un peu sous le charme de tout ce qu'on pouvait envoyer avec une composition musicale. Et donc, à la base, je pensais faire que ça. Puis après, j'ai commencé à faire des concerts et puis je me suis beaucoup trop amusé pour arrêter ça. Mais donc, en fait, je savais que j'allais forcément faire ça à un moment donné. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Ça me permet aussi d'apprendre des choses en fait, sur la musique de manière générale. Ça me permet de retravailler après ma musique plus personnelle sous un autre angle parfois. Donc ouais, c'est un truc que j'ai envie de continuer un petit peu en parallèle de ce que je fais sous Tilassine la plupart du temps, quoi. Et quels sont vos goûts en tant que spectateur, des réalisateurs qui... Moi, je sais que par exemple en musique, il y avait une musique de film qui m'avait pas mal marqué. Le réalisateur s'appelle David Wingo, c'est la musique d'un film qui s'appelle Take Shelter de Jeff Nichols. Et je crois que c'est une des premières fois où je m'étais rendu compte que la musique, elle est très légère. Il y a un petit thème, c'est vraiment, vraiment très léger. Et en fait, donc le film, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui est un petit peu paranoïaque d'une catastrophe naturelle, d'une tornade et tout. Et en fait, la musique fait totalement ce switch de peur, de crainte et d'étrangeté, en fait, quoi. Et si on enlève la musique, les scènes paraissent presque totalement normales, quoi. C'est des scènes assez classiques et juste la musique amène cette crainte. Et j'ai adoré en fait le pouvoir qu'avait la musique dans ce film, d'autant plus qu'elle est vraiment très très minutieuse en fait. Vous avez pensé à lui quand vous avez fait la musique de l'extrait avec la forêt ou... En partie, ça fait oui, voilà, c'est comment une musique presque petite musique gentille, naïve, en fait, peut devenir hyper menaçante et peut faire changer un plan, quoi. Là, ce plan-là, un plan de forêt, il aurait pu être totalement anodin, très même gentillet. On aurait pu le faire, même si ça reste des images assez sombres. On aurait pu le faire. Et voilà, c'était comment une musique tout d'un coup pouvait transformer ce plan. C'est quelque chose que je trouve assez fascinant, quoi. Donc voilà, des réalisateurs comme ça, en fait, où on ne sait pas d'ailleurs si c'est de la musique électronique ou autre. C'est un petit peu un mélange de tout, quoi. D'ailleurs, c'est un tandem. Hein. Il y a Jeff Nichols avec David Wingo. Ils ont continué avec Midnight Special notamment. Ouais. Vous, Anthony, vous changez de compositeur à chaque film. Est-ce que c'est un choix délibéré ou... Délibéré, non, je sais pas. Enfin, c'est toujours bien de... C'est-à-dire que quand on tourne, c'est la vie, quoi. Donc c'est toujours bien de rencontrer des gens. Donc par exemple, que le cinéma me permette, alors que je vais très peu au concert en général, que j'écoute de la musique chez moi, mais pas énormément, que le cinéma me permette de rencontrer Tilassine, de voir comment il travaille, ce qu'il a dans la tête, quelle est son inspiration. Voilà, c'est une chance, quoi. Donc je trouve ça bien de renouveler un peu l'équipe aussi pour ça, en fait, pour découvrir ce que font les autres. Voilà, pour le coup, on n'est pas tout à fait de la même génération. Donc ça m'intéresse parce que le cinéma me permet de parler et de travailler avec quelqu'un qui a 25 ans. C'est vachement intéressant. Enfin, tous les métiers ne permettent pas ça, en fait. Pour chaque film, finalement, repartir de zéro et trouver une nouvelle couleur. Oui, exactement, en fonction aussi donc, des contraintes de production, du gabarit du film, de dire en fait voilà qui ça peut intéresser, qui va être bien dedans. Donc là, c'est vrai qu'il y avait cette idée de génération de se dire voilà, mais en fait, on raconte l'histoire de gens qui ont 25 ans. Donc c'est aussi aux gens de 25 ans de prendre en charge l'expressivité de ce film. Très bien, oui. C'est totalement au montage. C'est vraiment des choses qui sont... On ne peut pas trop prévoir les choses au scénario parce que on se met des menottes sinon, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tourne le maximum et après c'est au montage en fait qu'on trouve cette possibilité. De toute façon, il n'y a pas de raison d'être inquiet parce qu'un cut est toujours possible. Voilà. Et donc là, alors est-ce qu'au scénario c'était cette séquence-là qui venait après? Je crois que oui. Voilà, donc la monteuse l'a montée effectivement de manière musicale, c'est-à-dire que ça tombe à un moment qui est juste dans la musique.
Et avec cette espèce effectivement de manière de sortir un peu brutalement. Et puis en plus, donc c'est Marina Foïs en fait qui arrive, qui a un ciré. On s'était dit, mais en fait, on va dire qu'il pleut dehors, donc elle arrive et il y a un espèce de bruit un peu gras du ciré qui est trempé, qu'elle enlève. Donc voilà, toute cette séquence-là avait aussi sa musicalité, même s'il n'y avait pas de musique. Et voilà. Et du coup, c'était intéressant. Mais non, c'est absolument pas quelque chose qui est prévu à l'écriture. Par exemple, dans l'extrait le premier extrait que vous avez vu aussi, il y a un truc qui m'amuse beaucoup, enfin qui nous amuse, Monteuse et moi, c'est que donc la musique de William se termine sur des notes de clavier qui deviennent de plus en plus espacées, et la dernière note, en fait, elle est jouée par l'oreille du tapir. Alors bon, là, vous en êtes pas aperçu, mais voilà, c'est-à-dire que en fait, on a calé l'image, le tapir, on est dans son dos, on est assez serré, et voilà, et son oreille, elle fait ça, ting, et en fait, elle joue la note. Voilà, ça c'est des choses effectivement qu'on ne voit pas quand on est spectateur, à moins de regarder vraiment très très en détail, mais mine de rien, c'est ce qui permet aussi de sortir de cette musique en fait et de lier les images. Et on le trouve au montage, c'est-à-dire qu'en fait, après c'est un peu du hasard en fait. C'est-à-dire qu'en montage on s'interdit rien. Voilà. Ça, par exemple, le dernier plan du film, c'est pas du tout un plan du scénario. Et puis il y avait ce plan qu'on avait tourné, alors je ne dirais pas ce que c'est, mais voilà. Et puis avec ma monteuse, on dit on pourrait le mettre à la fin. Alors moi je dis voilà, n'importe quoi, ça marchera pas. Elle dit ouais non je crois pas, mais on le essaye quand même. Et puis donc il y avait la musique de Tilassine dessus, qui était une musique qui était préexistante, qui s'appelle Distance, un morceau que j'aimais beaucoup. Et voilà, et on pose le plan et puis on regarde. Donc voilà, on croise les bras et puis il y a le plan avec sa musique, et puis après c'est la fin du film et puis on s'arrête et on disait rien l'un et l'autre quoi. Et on avait une boule dans la gorge de fou quoi. Et on se disait, si je parle, je vais pleurer, quoi. Et on était tous les deux sur cette émotion. Et après, on s'est dit, ah ouais, on a les boules. Ah ouais, on a les boules. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qu'on prévoyait n'arrivait pas. Et ce plan était super. Il avait sa place à la fin avec cette musique-là. Voilà. Mais ça, en même temps, c'est la joie du montage de pouvoir absolument contredire toutes les théories et tous les présupposés qu'on peut avoir. Bien, merci Anthony et Tilassine. Le film donc est projeté ce soir au Festival de Bordeaux, avant sa sortie donc en janvier prochain. Là, c'est le début, je crois, un première mondiale. Ouais, exactement. Donc c'est une première qui va continuer, je pense que jusqu'à en janvier avec d'autres. Ouais. D'accord, très bien. Mais merci. Festival. Merci. Merci à vous.